La Grande Guerre a duré 4 ans. Au bout de ces 4 ans, d'une guerre de position, une gigantesque plaie affectait le territoire du nord-est de la France, de la mer du Nord jusqu'à la Suisse. Et se pose la question en 1918, que faire de ce territoire? Des options différentes sont prises. Une des options, c'est le boisement des terres les plus meurtries. Nous survolons le fort de Vaux. Ce fort de Vaux est un des éléments de la ceinture fortifiée de Verdun. Il fait partie de l'ensemble des forts qui protégeaient la ville et qui protégeaient le territoire à une trentaine de kilomètres de la frontière allemande. Automne 1914, la Marne. 1915, l'Artois, la Champagne. 1916, Verdun. Voilà quelques grands noms de la guerre. Pourquoi Verdun? Depuis 1552, Verdun est ville frontière. Et donc, cette ville de Verdun est en même temps ville de garnison. Et il est certain qu'en 1792, Verdun est tombé. Verdun est tombé en 1870 après un siège héroïque. Et là, elle a commencé, cette garnison de Verdun, cette ville de Verdun, à devenir quelque part un symbole. Et donc la notion de symbole est certainement présente dans l'esprit allemand en 1916, au moment de la décision. Donc le choix de Verdun est fait, c'est un choix de bombardement massif, et il faut bien voir qu'au matin du 21 février 1916, nous avons d'abord un énorme bombardement sur toute la région, et puis en fin d'après-midi, après 9 heures de bombardement, eh bien, vous avez l'énorme bombardement qui s'accentue sur un front de 7 km entre Meuse et la plaine de la Voivre, et là, dans cet encagement d'énormes artilleries, eh bien, vous avez 3 corps d'armée qui vont monter à l'assaut. Donc il n'y a plus rien sur le champ de bataille. Le champ de bataille est pulvérisé. Plus de bois, plus de fortifications, plus rien. Toutes les superstructures ont volé en éclats. Les voies ferrées, il n'y a plus rien. Et combien de morts et de disparus sur ces quelques milliers d'hectares? Les pertes globales ici, à peu près 700 000 hommes français et allemands. Je parle en termes de pertes, un tiers de tués à peu près. Combien de disparus? Plusieurs centaines de milliers. Et il faut bien voir qu'au lendemain de cette Première Guerre mondiale, dès le lendemain, il se pose cette question, la mémoire. Et là, on a mis en place le souvenir. Mais le souvenir pèlerinage dans un premier temps. Les anciens combattants sont venus aller à Verdun pendant très longtemps. Puis ce pèlerinage s'est continué avec les enfants. Puis il a continué encore un petit peu plus avec la génération des petits-enfants. Pardonnez-moi, mais la génération des petits-enfants, c'est déjà la mienne. Et maintenant, nous sommes, 80 ans après, sur un point de bascule. Il faut que nous en ayons bien conscience. Le paysage a changé. De la main de l'homme, à l'issue de la guerre, c'est vrai. Maintenant, il n'y aura plus jamais à Verdun le pèlerinage, pour une raison simple. Les anciens combattants se sont éteints. Donc il nous appartient maintenant de passer du pèlerinage peut-être à la page du livre d'histoire, à la commémoration, au souvenir, au territoire de mémoire. Voilà le cœur du champ de bataille, avec devant la nécropole de Douaumont, cette partie-là qui marque les secteurs où les engagements ont été les plus violents, avec le mémorial de Fleury devant Douaumont qui se trouve devant nous. Ce mémorial occupe l'extrémité
du village de Fleury. Nous sommes ici sur le site de l'ancien village de Fleury devant Douaumont et nous cheminons sur une des rues principales du village. C'est devenu le symbole des villages martyrs ou des communes mortes pour la France qui, sur la région de Verdun, sont au nombre de 10. Les 9 autres sont restés depuis 70 ans sous le couvert forestier. Pourquoi Fleury a-t-il reçu un traitement particulier? On a voulu en faire un lieu de mémoire. Les anciens combattants meurent, disparaissent les uns après les autres. Les paysages peuvent, dans une certaine mesure, les remplacer. Et les gestionnaires de la forêt, les associations d'anciens combattants ont souhaité que ces sites parlent et les ont donc mis en scène. Le paysage là bouleversé que vous avez sous les yeux, au sol, les trous d'obus, les excavations, les restes de murs sont tout ce qui restait en 1918 du village. Tout le paysage se trouve bouleversé à la fin de la guerre. Dans un premier temps, on décide de zoner les espaces sur lesquels il faut intervenir. Et on définit des zones de différentes couleurs. Sur la zone rouge, qu'il était impossible de rendre à l'agriculture parce que le coût de remise en état des terres aurait été bien supérieur à la valeur de ces terres en 1914, l'État décide de reboiser ou de boiser. Reboiser les forêts détruites, comme la forêt de la Haute-Chevauchée, ou boiser des terres agricoles abandonnées, comme sur les hauteurs de Verdun. Nous sommes ici sur le versant sud de la butte de Montfaucon et le village actuel a été reconstruit au pied de cette butte sur un espace plan. La butte était classée en zone rouge et l'architecte en chef des monuments historiques a interdit la reconstruction du village sur la butte. Les habitants sont rentrés en 1919 et ont considéré qu'il était plus intéressant de rebâtir leur village au pied de la butte plutôt que de se réinstaller sur les hauteurs peu accessibles. La butte de Montfaucon est couronnée aujourd'hui d'un monument américain qui commémore l'offensive américaine de septembre 1918. Et il occupe l'emplacement de l'ancien village. Et voici cette antique forêt d'Argonne. Nous sommes là sur un paysage qui, en 1918, était pelé, était rasé. La forêt n'existait plus, le sol était labouré, des trous d'obus, des tranchées partout, des fortins, des trous de mine, enfin des barbelés, un no man's land épouvantable dont on n'a plus évidemment l'idée aujourd'hui parce que, comme un linceul, la couverture végétale a tout recouvert. Le reboisement est venu cicatriser ces territoires anéantis. La gestion est très particulière. Elle nécessite de prendre des précautions. D'autant plus aujourd'hui que le danger, loin de s'atténuer, s'accentue à cause de la dangerosité des obus qui sont de plus en plus instables. Et là, nous sommes sur le front précis des combats. Oui. Et c'est ce qu'on appelle la Haute-Chevauchée. La Haute-Chevauchée, voilà, c'est ça, exact. Et vous retrouvez des obus, vous retrouvez... Disons que dans cette zone-là, pas trop, parce que c'était plus miné. Mais derrière, oui, beaucoup plus d'obus et surtout de ferraille, quoi, aussi. Hein. Alors, dans les secteurs ouverts au public, enfin très, très fréquentés, elles sont souvent peintes en blanc. Oui, c'est ça, exact. Pour qu'on les repère un peu de loin. Voilà. Mais elles ne sont pas retirées. Non, elles ne sont pas retirées. Oui, parce que c'est un témoignage aussi des combats et de l'organisation du front. Voilà, exactement.
Nous sommes ici devant l'entrée d'une sape, c'est-à-dire en fait d'une grande descente par lesquelles les soldats, allemands ou français, pouvaient s'enfiler sous terre, s'enfoncer et échapper aux bombardements de surface. On a déjà récupéré dans le coin, là, dans une sape, un cadavre de chevreuil. Et il y a 2 ou 3 années de ça, on a réussi à sauver un sanglier qui était tombé dans le fond d'une sape et qui tournait. Et qui était vivant. Qui était vivant, mais qui était assez méchant, disons. Il était très affamé, on a réussi à le ressortir. Et on voit bien que si on veut préserver ce site, la mémoire de cette zone de guerre de tranchées, il faut y aller très très précautionneusement. Ah oui. Et parce que là, nous sommes sur un site classé. Voilà, nous sommes sur un site classé. Max, B. Hey, oh, yeah. Hey, hey, doucement, yeah. Max, B, yeah. Donc, il y a les tranchées, c'est quand même historique. Donc, pour sauvegarder le site, il faut pas arriver avec un tracteur. Donc, les chevaux, le but des chevaux, c'est de rassembler les bois sur les chemins de débardage existants. Et un tracteur les reprend pour les amener bord de route. Et là, par exemple, particulièrement sur ce terrain où il y a des queues de cochons, où il y a des sapes, où il y a des tranchées, vous faites particulièrement attention, vous regardez le terrain avant de les faire passer. On va repérer la traîne pour éviter justement les étoiles de cavalerie. Mais bon, les chevaux sont tombés dans des sapes, enfin les 2 antérieurs dans des sapes. Oui, déjà. Oui, oui. Hey, Max, hey, doucement. Le paysage, tel qu'on le voit d'avion, donne une image du pansement de la Terre. Mais si l'on se promène au sol, on voit les stigmates, on voit les cicatrices, on voit les traces encore très fortes de ce conflit. Et en ce sens, ces régions de l'Argonne et de Verdun, sous leur manteau forestier, sont des témoignages, des livres ouverts sur ce qu'a pu être ce conflit, les sommes de douleur, de souffrance qu'ont pu connaître pendant 4 ans les 2 armées qui ont combattu ici.